Il y a des questions essentielles. Donc, ça veut dire le bilan de Tshisekedi. C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Kabila AFC. C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Kabila n'était pas invité à l'investiture de Donald Trump. C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Katumbi est étranger. Bon, si Katumbi et Kabila sont invités. Maintenant, là, nous avons les transports. Il y a grève des transports, des chauffeurs, non? Il a écrit ce matin. Alors, au lieu de ces groupes de périphériques puissent réfléchir sur des solutions aux problèmes des Congolais parce qu'ils sont là pour ça, et nous amènent dans des débats de caniveaux parce que l'Union sacrée veut chaque fois mettre le pays dans des caniveaux, dans des faux sceptiques. Est-ce que c'est un débat dans un état sérieux? Si Kabila est invité, c'est son carnet d'adresse. Si Tshisekedi n'est pas invité, il a déjà été invité une fois par Mike Hammer dans le cimetière de son père. Est-ce que l'opposition, tout ça qui a un problème? Loin de moi l'idée de défendre Maman Denis, je ne la connais même pas, je la vois qu'à la télévision. Premièrement, aux experts, dans un pays sérieux, d'abord les experts, ceux qui ont étudié le réseau, ceux qui ont fait les réseaux à l'université, sont censés d'éclairer la lanterne si ces audios sont réellement authentiques. Parce que moi, quand j'écoute les audios, parce qu'il y en a plusieurs, j'attends l'écho. Apparemment, c'est comme si Maman Denise était en train de s'enregistrer elle-même. Chose qu'elle ne ferait pas. C'est ce qui est difficile, premièrement. Mais on espère de nous démontrer. Ça, c'est un des deux. Si cela est vrai, c'est quand même grave. Parce que dans ces audios, on parle quand même des grands secrets d'État. Pas de la défense, des réunions du Conseil supérieur de défense. Otaki réunion, Papa Soutouki, Bimi Libanda, Mbokisa Batraître, c'est extrêmement grave. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas porter un jugement. Il faut que les experts nous disent est-ce que c'est authentique ou pas. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bonjour et bon après-midi à toutes et à tous. Merci de votre confiance renouvelée à ces programmes politiques en RDC. La force du détail qui revient en ce lundi 20 janvier 2025. Mes salutations les plus chaleureuses à tous ceux qui nous regardent depuis Kinshasa où la ville s'est réveillée sans transport en commun. Au cours de cette émission, nous allons revenir sur cette grève des chauffeurs qui semble révéler d'importants défis auxquels la capitale congolaise est confrontée. Dans l'actualité, on parlera aussi, ou on évoquera, l'investiture du nouvel homme fort Donald Trump qui sera investi, c'est lundi 20 janvier. Il y a quelques jours, deux noms figurent où font parler d'eux l'ancien chef de l'État et l'ancien gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, qui, selon des sources concordantes, sont invités à prendre part à l'investiture de Donald Trump afin de renforcer ou de consolider leurs liens et leur élargir aussi en même temps leur réseau relationnel en vue de la conquête prochaine du pouvoir. Alors, bien d'autres questions seront évoquées au cours de cette émission. Voilà le menu, un cocktail bien choisi pour vous. Et ne nous quittez pas. Et nous avons bien espoir que vous aurez à passer du bon temps de télé. Alors, nous sommes un lundi et notre choix. Nous avons
fait le choix de démarrer la semaine avec Marley Vouvou pendant le week-end. On a fait les plans d'énergie pour démarrer la semaine en force. Et Marley Vouvou est là. Comment allez-vous? Je vais très bien, je salue tous les chauffeurs et je les encourage. Mais avec votre permission, permettez-moi de parler de l'honorable honoraire de la ville de Kinshasa, Mike Mukebai Nkosso, parce que la situation de Mukebai commence à déranger. À déranger pourquoi? Parce que toutes les infractions mises à la charge de Mike Mukebai ont pour peine une année maximale. Mais aujourd'hui, ça fait 20 mois. Depuis qu'il est dans le couloir Depuis qu'il est Makala. emprisonné, ça fait 20 mois. Je ne sais pas si selon nos procureurs, nos magistrats, nos juges, une année à 20 mois. Parce que la diffamation, article 74 de notre code pénal, explique clairement que cette infraction a pour peine à une année de peine maximale. A-t-on fait le cumul des infractions comme ce fut le cas pour Jean-Marc Kabound? Même Jean-Marc Kabound était très mal jugé. Je suis désolé de parler de la Cour de cassation, je suis dans le cas de Jean-Marc Kabound. Même un juge qui vient de commencer dans un tripé ne pouvait pas condamner Jean-Marc Kabound à cette. Lorsqu'il y a cumul des infractions, on prend l'infraction et à la peine maximale la plus lourde. Ça veut dire si vous avez commis 4 infractions d'une année et la 4e à 2 ans, lors du prononcé, on va te condamner par rapport à ces 2 ans. Or, les 3 infractions mises à la charge de Mukebai, toutes ces infractions ont pour peine une année maximale. Diffamation, une année maximale. Incitation à la haine tribale, une année maximale. Faux bruit, une année maximale. Mais Mukebai a 20 mois. Quel est l'objectif? Ils veulent nous faire comprendre que Mukebai a commis aussi l'offense au chef de l'État. J'ai suivi un juriste du couloir Kimbuta, un juriste de Capella, il se présente comme ça, parler de l'outrage au chef de l'État. Cette infraction n'existait pas pour le chef de l'État. Dans le code pénal, il n'existe pas l'infraction d'outrage au chef de l'État n'y figure pas. L'offense au chef de l'État. L'outrage, on peut commettre l'outrage à la magistrature, au Parlement, corps diplomatique, mais pas au président, au chef de l'État, on parle de l'offense. Et pour que cette infraction n'ait pas repris dans le code pénal, cette infraction existe dans un décret de 1958 ou 60, quelque, si ma mémoire ne me trahit pas. Et pas dans le code pénal. Pas dans le code pénal. Et la condition principale pour qu'un citoyen ou une citoyenne soit jugé pour offense au chef de l'État, il faut que le chef de l'État puisse se plaindre. Et dans ce cas, le chef de l'État n'a pas porté plainte. C'est l'unique infraction où le procureur ne peut pas s'autosaisir. Mais comment on arrête les gens? Moi, je demande au président de la République. Parce que les Congolais sont en train de souffrir par cette infraction sans que lui puisse porter plainte contre un citoyen. Alors, il doit taper les poings sur la table. Il a porté plainte à personne et personne ne peut être arrêté. Il y a beaucoup de citoyens. Il y a plein de citoyens à travers la République qui sont jugés pour offense au chef de l'État sans que le chef de l'État se plaigne. En violation même de ces décrets. Alors, qui fait ça? Ce sont les zélés ou les affidés les fous du roi. Le fou du roi. Ils pensent faire plaisir à Tshisekedi en violant les textes. Si le chef de l'État ne porte pas plainte contre un individu, personne n'a le droit personne ne peut être jugé pour offense au chef de l'État. Et pourquoi le chef de l'État ne se désengage pas de ce processus quand il est au courant? Est-il ou non au courant? Ou encore, c'est une démarche qu'il soutient en sourdine? Il y a 2 hypothèses. Soit c'est lui-même qui ne veut pas porter la responsabilité publique. Et qui passe par ses collaborateurs. Il refuse de porter la responsabilité publique parce que je ne peux pas être ici. À chaque fois, vous me dites, telle personne est arrêtée à ton nom, telle personne est arrêtée à ton nom. Et que moi, je ne suis pas responsable de leur arrestation, je dois décider. Je dois remettre le pendule à l'air. Lorsque le président s'est tait, donc le président
est quelque part responsable de cette violation. Alors, s'il n'est pas responsable de ces multiples violations lui concernant, il n'a qu'à régulariser la situation. Et que visent alors ces infractions ressuscitées ou rependues sous le régime Tshisekedi? Infraction, outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits. Justement. Ça veut dire, maintenant, ils ont évolué. Maintenant, c'est la peine de mort. Ils ont évolué. Maintenant, c'est la peine de mort. La peine de mort, pour l'instant, elle ne sera pas appliquée à en croire au tout récent propos du chef de l'État devant le corps diplomatique samedi dernier. On va d'ailleurs prendre la vidéo dans un instant, mais en attendant, évoluer. Pour citer, le cas Moukébaye doit interpeller tous les citoyens. Tout citoyen doit être interpellé. Notre silence, ça commence à devenir un silence complice. Pourquoi? Demain, ça peut être vous. Tout à fait. Demain, ça peut être moi. Et Moukébaye est connu. Si on fait ça à Moukébaye qui est connu, combien de citoyens souffrent de cette mauvaise administration de la justice à cause, sans qu'il soit connu? Donc, moi, je crois, Moukébaye, c'est un homme libre qui est en train d'être gardé en prison en violation de ses droits. Quand le président évoque les droits fondamentaux, mais ça aussi, c'est un problème. C'est une forme de torture. Mais aussi, il faut relever que Moukébaye n'est pas encore définitivement condamné. Alors, mais il a déjà dépassé... Mais on observe, on constate une volonté de le maintenir à Makala. Mais justement, je vous dis, Moukébaye, s'il était jugé... Il aurait pu bénéficier de la grâce présidentielle. Pas seulement de la grâce. Si on devait condamner Moukébaye à peine maximale, ça n'allait pas dépasser une année. Il serait déjà libre. Il serait déjà libre. Même s'il était condamné, à ce moment, au moment où nous parlons, Moukébaye allait être en circulation, en liberté. Et que font et qu'attendent les associations de droits de l'homme? Ah, ils attendent que... Ils sont là maintenant. Moi, je regrette pour Kapiamba parce que Kapiamba savait... Avec Akaj. Kapiamba savait que Moukébaye allait être arrêté. Il n'a pas pu dénoncer? Kapiamba savait. Justement, il n'a jamais dénoncé. Kapiamba venait voir Moukébaye pour lui dire le cercle est restreint. Je prends les paroles de Kapiamba. Cercle est restreint, Kassaïen de Tshisekedi ne sont pas contents avec toi. Ils trouvent un moyen pour te faire arrêter. Et témoin, c'est lui, France Kouzekissa. Ce sont les propos de Georges Kapiamba. Mais il n'a pas dénoncé. Parce qu'il assistait dans des réunions où on décidait d'arrêter Moukébaye sans raison. Donc, Kapiamba a participé à l'élaboration d'une violation des droits de l'homme pendant que lui-même est défenseur des droits de l'homme. Il a décidé d'enterrer la voix. Sa voix. Imaginez-vous que cela s'organisait sous Kabila. Kapiamba allait faire combien de publications? Alors, c'est donc cette question que nous posons. Donc, je demande au procureur Firmin Vondé, procureur, à votre âge, vous n'avez plus besoin de vous salir inutilement. Déjà, l'arrestation de Moukébaye, c'est derrière votre dos pour avoir fait une lettre dans l'arbitraire la plus totale. Parce que une juridiction peut transférer un détenu et la juridiction avait pris en charge. Mais le procureur Firmin Vondé a transféré Moukébaye à la cour d'appel sans que Moukébaye puisse passer à la cour de cassation. Ni ne fils que ne serait-ce que pour dire bonjour au nettoyeur de la cour de cassation. Donc, et l'enlèvement, l'arrestation, le transfèrement de Moukébaye, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ça, c'est fait dans la violation des droits fondamentaux de Mike Moukébaye. Moukébaye arrêté, il y a... Non, d'abord enlevé, cagoulé. Et Firmin Vondé a cherché ne me prêtez pas vos mots, arrêté, et puis il a atterri à Makala. C'était sous la ministre de la Justice, Rose Mutombo, mais qui n'est plus là. Mais avec l'arrivée de Moutamba, nous nous sommes dit, eh bien, un ouf de soulagement qui commence à s'installer, une lueur d'espoir, et il s'est présenté comme ce défenseur, cet homme qui devra relever la justice de ce ruine, ou encore donner un choc thérapeutique à la justice qualifiée des malades par le chef de l'État.
Mais lui aussi, qu'attend-il justement pour visiter ou fourrer son nez dans le dossier de notre confrère Moi-même, Mike Moukebaye? j'ai vu Constant Moutamba deux reprises. Mhm. Avec des gens, j'ai organisé des manifestations dans l'enceinte du ministère de la Justice. Constant Moutamba m'a réussi. Constant Moutamba a dit clairement, le dossier Moukebaye N'est pas à son niveau. n'est pas de son ressort. Ça veut dire, Kapiamba a raison. Ce sont les tout-puissants qui se sont organisés tout simplement parce que Moukebaye avait développé une ligne de communication anti-Luba. Kapiamba dit, vous dérangez le pouvoir, vous dérangez, cessez de communiquer anti-Luba. Moi, la question, j'ai profite de votre micro pour poser la question à M. Félix Tshisekedi. Qui sont censés communiquer anti-Luba? C'est ça, c'est pour cette raison que Moukebaye est emprisonné. Je l'ai dit aujourd'hui. Et je prends le courage de le dire parce que nous devons le dire. Allez, merci beaucoup. Parce que dans la tranquillité, ils ont refusé de libérer Moukebaye. Il faut maintenant sortir les cadavres dans le placard. Moukebaye était arrêté pour avoir développé une communication anti-Luba. Alors, monsieur le président, si vous n'êtes pas dans le séparatisme linguistique, qui sont censés parler anti-Luba? Allez, c'est une question à laquelle personne ne va répondre sur ce plateau. Ça reste en suspense. Allez, on va évoluer. Ici, nous vous présentons comme le héros, notre héros, le héros du courage. Face à la diversité, il faut un certain courage pour se relever et essayer de changer la donne. Alors, nous avons, en date du 16 et 17 janvier, célébré la mémoire de nos deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. On n'a pas eu l'occasion de vous avoir pour parler de ce digne fils de la République qui ont lutté pour la liberté, pour l'émancipation, pour l'identité nationale et même pour la paix en République du Congo jusqu'au prix de leur vie. Alors, en parlant d'eux, ça réveille en nous bien des souvenirs épiques. Que retenez-vous de ces deux héros nationaux? Deux vrais héros. Deux vrais héros. Parce que Etienne Tshisekedi n'est pas un vrai héros. Il n'est pas héros. Si demain nous prenons le pouvoir, il y a des gens qu'il faut effacer dans la liste des héros. Qu'est-ce qui fait de Kabila et de Lumumba de vrais héros et de Etienne qui pas être héros? Lumumba, moi aujourd'hui, si j'ai ce courage, c'est à cause de Lumumba. J'aime le courage, j'aime vraiment le courage de Lumumba. Mais on a bien raison de vous appeler héros du courage. Tantôt, je suis déçu parce que ceux qui se disent être lumumbistes, je ne sais pas si par rapport à l'accoutrement ou à leur coiffure, sont incapables d'être des Lumumba. Lumumba, c'est vraiment le modèle du courage, de la détermination. Le courage associé à la détermination et le nationalisme et patriotisme mêlés, c'est ça Lumumba. Lumumba, c'est celui c'est le modèle de la détermination, de l'auto-prise en charge. Malheureusement, Lumumba tué par les Congolais. Et le peuple n'a pas si protégé cet homme que moi je peux qualifier d'une richesse immense pour la République. C'est une perte. Lumumba ne devait pas mourir à cet âge. C'est toute une école on nous a pris une école, une bibliothèque. Mais après Lumumba, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ceux qui ont tué Mouzé sont au pouvoir aujourd'hui. Ceux qui ont balisé les chemins pour que Mouzé soit tué sont au pouvoir aujourd'hui. Qui a tué Mouzé Laurent? Tout celui, lorsque Mouzé avait renvoyé le Rwandais, Ougandais, Burundais, tout celui qui a créé une rébellion avec le Rwandais et les Ougandais, ce sont eux qui ont balisé le chemin de la mort de Mouzé.
les esclaves qui pensent faire de nous aujourd'hui encore des esclaves. Ils sont là. Mais on dit cette situation, c'est Mosé qui l'a voulu pour avoir pactisé avec le pays voisin, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Et après, quand ils sont arrivés, ils ont voulu régner un maître sur notre sol. D'abord, ceux qui disent que Moussa avait amené les Rwandais, non. C'est les Rwandais et les Ougandais qui ont amené Mosé. Lorsque cette guerre commençait en 1996, Mosé n'était pas dans cette rébellion. Ça s'appelait d'abord la révolte de Banyamulenge. Banyamulenge batambula mutakala en juillet 1996. Mosé n'était pas là. C'est plutôt Etienne Tshisekedi qui s'était allé proposer. On ne l'avait pas proposé, je pèse bien mes mots. C'est Etienne Tshisekedi qui s'était proposé pour prendre la tête de cette rébellion. Chef de délégation, Olenga Nkoy, il est vivant. Est-ce qu'on peut appeler ça rébellion ou révolution? Non. Parce que quand Mosé est arrivé, on a vu même dans l'Agir, il y a eu véritablement une Mosé révolution. n'était pas dans une rébellion. C'est pourquoi j'ai dit, Mosé n'a pas amené le Rwandais. Mosé était dans une révolution. La preuve, quand il a pris le pouvoir, il a tenté de révolutionner beaucoup de choses. L'agriculture, nous avons mangé ici. Nous avons mangé facilement. Mosé a démontré qu'on est capable de faire du Congo un véritable grenier agricole. Mosé avait des idées. Mosé est mort pour avoir refusé de vendre ce pays, le pays qui est en train d'être vendu aujourd'hui. N'ai jamais trahi le Congo, c'est l'une de ces célèbres phrases Mosé n'a jamais trahi le Congo. Qui ravaude les esprits des Congolais. Mosé n'a jamais trahi le Congo et il nous a tous demandé de ne jamais trahir. Mais Etienne Tshisekedi, pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas héros? Qui a traité Lumumba de crapaud? Etienne Tshisekedi a traité Lumumba de crapaud dans ce pays. Il fait partie de ceux qui ont balisé le chemin de la mort, de l'assassinat de Lumumba. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a participé encore dans la pendaison de martyrs de la Pentecôte. Il a dit que ces gens sont pendus pour des raisons pédagogiques. Est-ce qu'on peut tuer pour des raisons pédagogiques? Produit aux RTNC aujourd'hui. Tout ça parce que Etienne Tshisekedi devrait protéger son ami, meilleur ami Mobutu. Pourquoi les Kimba ont été pendus? Parce qu'ils avaient résisté à l'idée d'Etienne Tshisekedi et de son ami Mobutu de faire du Congo un État avec pensée unique. Ils ont bien dit, le Congo en 1960, le pays n'était pas né un État voyou. La preuve, Lumumba était Premier ministre parce qu'il avait la majorité. Est-ce que, Marley, ceux qui ont tué Mosé ont arrêté l'élan de révolution, de libération, de démocratisation de notre pays? Est-ce que ont-ils aujourd'hui raison ou tort d'avoir lâchement abattu le soldat du peuple? Ils n'ont pas raison. Personne ne peut avoir raison sur tout un peuple. Personne, je l'ai dit. Mais simplement, ils seront jugés. Le tribunal de l'histoire sera dire vis-à-vis de tous ces gens. Quand j'ai dit que ceux qui ont balisé les chemins de l'assassinat de Mosé sont au pouvoir, je vois les Jean-Pierre Bemba, les Mende et autres. Quand Mosé avait chassé les Onosumba, les Onekande, quand Mosé avait chassé le Rwandais, Ougandais, il n'y avait plus Rwandais, Ougandais au Congo. Les Quinois, il même a brûlé. Les Tutsis ici. Il y a même des innocents qui ont été brûlés dans ces petites villes. Mais les Bemba, les Mende sont allés s'agenouiller à Kampala et en Ouganda. La preuve, le RCD contenait de militaires Tutsis rwandais. Jean-Pierre Bemba était accompagné par des Ougandais. Si les Jean-Pierre Bemba, les Mende et autres, ils avaient accepté d'accompagner Mosé dans la décision de renvoyer les Tutsis, le Rwandais ougandais, de sortir le pays de l'impérialisme.
on allait avancer. Mais ce sont eux le traître. Ils sont là au pouvoir. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas un jugement radical vis-à-vis de ceux qui ont pris les armes contre le propre pays? Aujourd'hui, le fait de prendre les armes est légitimé. Peut-être aujourd'hui c'est Nanga, après peut-être ce qu'il fait sera légitimé bien après, et on continue comme ça une succession d'événements avec des conséquences incalculables, et ça donne par exemple la possibilité à tout quiconque de prendre les armes contre son pays et après être blanchi d'une manière ou d'une autre. Désolé, toutes ces rébellions n'ont jamais été organisées pour sauver le pays. Même celle de Laurent Désiré Kabila. Non, Mouzé n'était pas dans la rébellion, il était dans une révolution. La preuve, quand il a pris le pouvoir, tous nous avons constaté que le Messie était vraiment dans une révolution. D'accord. Ce n'était pas que de simples paroles. La gestion de Mouzé en témoigne. Et quand vous regardez la gestion de son fils, vous comprenez que l'enfant avait réellement accompagné son père dans une révolution. Si Joseph Kabila était mis en difficulté, à cause de Jean-Pierre de Kapiamba, Christopher Ngoï, ces fameuses ONG, entre guillemets, des droits de l'homme, avec de faux rapports. Premier élément, où l'Occident n'était pas d'accord avec Joseph Kabila, c'est la révisitation du code minier. C'est bien après. Avant ils étaient là. Déjà de quitter le pouvoir. Mais justement, avant, ils étaient là. Ils venaient ici. Les Sarkozy, les Hollande, tous ces gens-là, les Louis Michel. Parce que Joseph Kabila n'avait pas touché au code minier. Lorsqu'il a touché le code minier, ils ont manipulé les Kapiamba, les Christopher Ngoï. Ils commencent à faire des rapports. Les Paul Sapo, ils ont fait des rapports. Or, aujourd'hui, les bénéfices de ces codes miniers, l'argent est détourné devant nous. Parce que qu'est-ce que Kabila a apporté du nouveau dans ces codes miniers? Taxe pour la fin du minier. C'est quoi bien on? Est-ce que vous redevance minière, mais il a imposé. Vous en êtes rendu compte bien après son départ du pouvoir, puisque avant vous étiez dur contre le régime Kabila. On était dur. On était dur parce que l'agir de ces lieutenants, on ne pouvait pas être là, voir l'église catholique être touché aux sœurs religieuses, aux pères religieux. On ne pouvait pas accepter. Il fallait protéger quand même l'image de l'église. Mais aussi montrer que nous sommes un peuple conscient et exigeant. On devait exiger plus. Mais le malheur, c'est que les gens ont coalisé avec le bourreau de la République pour contrer. Nous, on était quand même capable de dire ça c'est bien fait. Ça c'est mal fait. On se mettait des boucles lorsque c'est mal fait. Mais aussi, on a besoin de comprendre ces récits. Comment Joseph Kabila arrive à succéder à son père dans ce contexte-là? Est-ce qu'il était le seul ou l'homme des situations, le seul capable de relever les défis et de placer le pays sur les rails? Qui l'a mis à l'étrier? Je n'avais pas participé à cette réunion. Cette époque-là, j'étais encore élève. Hein? J'étais encore porteur de l'uniforme bleu-blanc. Mais sa succession pose d'importantes bien des questions. Mais c'était normal. Normal, pourquoi? Des responsables de la sécurité. Parce que c'était une question de sécurité, d'ordre sécuritaire. Le président vient d'être abattu. Qui pour maîtriser la situation? Personne ne pouvait maîtriser la situation dans un tel contexte. Mais justement, tout le monde avait peur. Tous ces vieux réunis, ils ont jeté l'air de voler à Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila a démontré pendant le parcours de l'AFDL, il sait conduire les troupes. Il a conduit les troupes jusqu'à Kinshasa. Il a conduit des troupes du nord Kivu jusqu'à Kisangani, en passant par la province de Maniema. Donc,
tous ces généraux, tous ces experts en sécurité savaient que c'est lui qui devait maîtriser la sécurité. Est-ce que ce n'était pas un choix dicté de l'extérieur du Qui pouvait pays? dicter? Alors, si vous connaissez celui qui avait dicté, tant mieux. Allez, merci. On va évoluer. On va prendre l'extrait de l'intervention du chef de l'État Félix Tshisekedi devant le corps diplomatique samedi dernier, où il est revenu sur un certain nombre de choses et sa réplique foudroyante à son homologue rwandais Paul Kagame, eh bien, désormais, l'escalade verbale entre les deux chefs d'État ne cesse de monter. On écoute, on revient après. Fort de ce plébiscite populaire, j'ai eu l'honneur le 1 janvier 2024 de prêter serment pour un second mandat à la tête de notre nation. Ce moment chargé de sens témoignait de la vitalité démocratique de notre pays où la légitimité du pouvoir réside dans les urnes et où la séparation des pouvoirs entre les institutions garantit un équilibre indispensable à la gestion de la chose publique. En République démocratique du Congo, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive. Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit, avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé, le processus électoral congolais est un espace ouvert où chaque voix compte, où chaque citoyen peut concourir et où l'opposition a sa place. Ce modèle, certainement perfectible, représente aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreuses démocraties émergentes en Afrique et dans le monde. Les institutions issues de ce cycle électoral, toutes installées dans le strict respect de notre Constitution, sont désormais pleinement fonctionnelles et engagées dans la mise en œuvre de réformes destinées à renforcer la gouvernance, à promouvoir l'état de droit et à garantir la transparence dans la gestion de nos ressources publiques. C'est bien entendu la réponse de Félix Tshisekedi à Paul Kagame qui l'a criblé il y a quelques jours, qui l'a présenté de n'avoir pas gagné les élections de 2018 dont ne cesse de réclamer, dont Martin Fayulu ne cesse de réclamer la victoire. Allez, Marley, votre réaction. Est-ce que le Rwanda a des leçons de démocratie à donner à la RDC? Déjà, je ne me pas ici. Je ne peux pas accepter que Kagame puisse ingérer de nos affaires intérieures. Mais s'il faut faire une analyse, est-ce que Kagame aussi a menti? De l'autre côté, est-ce que Tshisekedi a menti? Les deux présidents sont illégitimes. Les deux présidents sont illégitimes. De quelles élections Tshisekedi parle-t-il? Ce qui s'est passé au mois de décembre ici, lui-même Tshisekedi face aux ambassadeurs, il est sérieux, il appelle ça élection. Il appelle ça plébiscite. Il a été plébiscité avec plus de 70% de voix. Il a été plébiscité en sortant d'une élection. Okay? Est-ce que cela peut être qualifié des élections? Quand Kagame évoque l'épisode de 2018, ça veut dire que sous l'élection de 2023, remportée par Félix Tshisekedi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Non. En 2018, quand Kagame dit que Tshisekedi n'avait pas gagné, c'est exactement ce que Kabouya avait dit dans le passé. Kabila, Talia, Montape, Sibiso. Pourquoi Tshisekedi n'a jamais répondu à Kabouya? Ce n'est pas Kagame. Kagame l'a attendu de Kabouya. Kabila a regardé parmi toutes les formations politiques. Quelle est la formation politique la plus sérieuse? C'est l'IDPS. Kabila nous a donné le pouvoir. Kabouya avait transformé l'article 5 de la Constitution à Kabila. Il avait réduit l'article 5, la souveraineté de tout un peuple à Kabila. Alors, qui a donné les informations à Kagame que tu sais que dans 2018 n'avait pas gagné? C'est Augustin Kabouya.
On peut traduire ça littéralement pour dire que Tshisekedi n'a pas gagné l'élection de 2018. Mais Kabouya l'a dit, la vidéo existe. Il a bien dit en français, Kabila regarde, parmi toutes les formations politiques au Congo, quelle était la formation politique la plus sérieuse? Kabila a trouvé que c'était l'IDPS et Kabila a pris le pouvoir. Le pouvoir qui appartient au peuple, c'est Kabila qui donne à l'IDPS. Ça, c'est Kabouya. Alors, plusieurs années plus tard, Kagame regarde la vidéo et il dit exactement la même chose. Si tu sais qu'il avait des réponses à donner, il devait commencer par répondre à Kabouya. Alors, revenons sur cet épisode, sur cette escalade verbale entre Fachi et Kagame. En 2023. Qu'est-ce que cela vous inspire? Restons sur cet épisode. Rien. Ça ne vous inspire rien? Ça ne nous inspire rien. Qu'est-ce que cela cache? S'ils étaient vraiment en conflit, tu sais qu'ils devaient d'abord fermer notre ambassade au Rwanda. Ou fermer l'ambassade du Rwanda ici à Kinshasa. Parce que je ne peux pas comprendre que l'ambassadeur ukrainien puisse être à Moscou jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont en train de nous distraire les illégitimes. Ça traduit les relations amicales qu'ils entretiennent jusqu'à ce jour. Des amis qui sont en train de jouer sur la place publique. Pendant que des innocents sont en train de mourir. Mais on dit que c'est pour une première fois, c'est pour une grande première, que l'on a un chef de l'État qui parvient à faire sortir Kagame de sa zone de confort, à les débusquer totalement, parce que Kagame est perdu, il a perdu le contrôle de sa boussole, et il tombe dans des déclarations à la porte-pièce. Bon, moi je comprends, surtout dans l'Union sacrée, au-delà d'avoir plusieurs illettrés constitutionnels, maintenant il y a des illettrés historiques. Pourquoi Kagame, Museveni, ils étaient allés chercher Mouzé? Pourquoi Tshisekedi s'était proposé pour prendre la tête de la révolte de Banyamulenge en 1996? Parce que Mobutu, avec sa diplomatie, Kengoa donne en tête, ils avaient réussi à convaincre l'Union européenne, le Conseil de sécurité. Le professeur, le dernier premier ministre, Mobutu Likulia, ils avaient réussi à convaincre le monde. Et c'était pour la première fois que le monde accepte que le Congo est attaqué, les Zaïre à l'époque. Je parle bien du mois d'août 1996. Là, c'était pas, on n'avait pas besoin de faire sortir Kagame du silence, de son silence. C'était question de faire reculer Kagame, de changer les ambitions de Kagame. Ici, on nous explique, c'est le président qui fait parler Kagame. Qu'est-ce que les Congo gagnent? On leur avait dit que Kagame était mieux. Comme Kabila. Kabila n'est pas aussi Mioué, c'est un taiseux. Non, Kabila ne parle pas trop parce qu'il y a une différence entre s'exprimer et parler. Il y a une différence. Moi, je suis très désolé, très mal à l'aise d'être en face des gens prétendument étudiés, de professeurs d'université, qui n'arrivent pas à établir de simples différences. À quel niveau se situe la différence? Tshisekedi et ses amis parlent. Kabila s'exprime. Parce que même le sourd Biwe, s'exprime. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas de paroles, mais ils s'expriment. Cela veut dire quoi? On s'exprime lorsque c'est important. On parle par hasard. On peut commencer, dit un mois pour aucune solution. Voilà Kabila s'exprime. Il dit qu'est-ce que je dois laisser aux Congolais? Sans bruit, sans quoi? Il fait face à la communauté internationale, aux multinationales. Il touche au code minier. Silence, dans le silence. Est-ce qu'aujourd'hui la posture de Kagame ne révèle pas le niveau ou la complexité de relations que nous entretenons maintenant avec le Rwanda, ou ne révèle pas que c'est un homme qui devient quelque peu dépassé par les événements? Kagame n'est pas dépassé. Ce qui est vrai, ce qui se passe au Congo, c'est un grand complot. En international et à l'interne. Moi, je posais une question et je continuerai à poser cette question. Quel est ce site minier qui est sécurisé par les Rwandais
ou la communauté internationale ici au Congo. Parce qu'en réalité, c'est une guerre des minerais. C'est une guerre de la nouvelle technologie. On a besoin des matières premières pour le besoin de l'air. Alors, comment prendre? Est-ce qu'il faut aller légalement? Il faut prendre dans le avec banditisme. Ils ont fait le choix du banditisme. Alors, les sites miniers sont sécurisés par les Congolais, par les services de sécurité congolais. Ceux qui travaillent dans des sites miniers sont congolais, les et autres. Mais comment ces minéraux transitent toujours par le Rwanda? Qui les transporte au Rwanda? Qui? Donc il y a des populations qui s'adonnent aussi à ces trafics illicites des de minéraux. congolais. C'est comme si vous fermez cette porte. Quelqu'un ouvre de l'extérieur. Il vous prend le matériel. Vous achetez d'autres matériels. Vous fermez de l'intérieur. On ouvre encore des maisons. Il y a quelqu'un de la famille qui donne des clés. Dans ce cas, que faire? Il faut une révolution d'abord à l'interne. C'est la solution. Il faut que le peuple arrive à se prendre en charge. Qu'on me cite jusqu'au jour d'aujourd'hui le pays des transits de minéraux congolais. Moi, je vous cite le Rwanda. Même le président ne va pas me contredire. Alors, qui transporte ces minéraux vers le Rwanda? Deuxième élément. Les Banyamulenge sont... Ça veut dire que même si on arrivait à mettre le Rwanda en difficulté, le Rwanda trouverait d'autres moyens. On ne mettra jamais... non seulement en passant par la guerre. On ne mettra jamais le Rwanda en difficulté. Vous n'allez jamais voir Donald Trump venir vous défendre. Vous n'allez jamais voir Poutine. Vous n'allez jamais voir Xi Jinping. Ici, c'est une question. Le Congo est considéré comme un patrimoine mondial. Les gens se partagent les gâteaux au Congo, sans les Congolais. Vous avez vu récemment Lorenzo et Sassou parler du Congo sans Congolais. Pourquoi? C'est parce que la RDC représente une forêt ou la jungle où la loi n'est pas le maître mot. Justement. Ça veut dire quoi? La question majeure, il faut que tous les Congolais posent à nos dirigeants. Qui sécurise les sites miniers au Congo? Ce sont le policier militaire, la police nationale et nos de défense FARDC. et sécurité congolais. Alors, comment est-ce que ces minéraux se retrouvent au Rwanda? Parce que c'est l'unique pays de transit au jour d'aujourd'hui. Mais aussi, il faut dire qu'il n'y a pas que ce moyen pour sortir le minerai du territoire national, mais il y a aussi le Rwanda fait main basse sur la RDC par la guerre qu'il nous impose aussi. Cette guerre, on ne nous impose pas. C'est un deal entre les dirigeants congolais et l'extérieur. Le Congo ne manque pas de moyens. Deal, depuis 97 ou 98, nous sommes toujours dans les deals. Non, 97, on n'était pas dans les deals. Non, je parle de 97 jusqu'à nos jours, parce que 97, Kabila a connu aussi 97, cette guerre aussi. Était-il aussi dans les deals? Voilà que Kabila, qui n'était pas dans les deals, il avait mis fin, il avait défait les M23. C'est ça toute la différence. Kabila n'était pas dans les deals, la raison pour laquelle il a touché au code minier. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Du côté de Kinshasa, on prend un temps ferme contre le groupe rebelle, le M23, pour Kinshasa négocier avec le M23 qu'on présente comme un mouvement terroriste. Permettez-moi de chiter. La ligne rouge, chuter, puis on va prendre le... Permettez-moi de chiter. Le cas Banyamulenge, l'autre fois, avec vous toujours ici, j'avais dit que Tshisekedi a accepté qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda et qu'il y a des FDLR ici. Voici la faiblesse diplomatique. Tshisekedi devait poser la question à Kagame. Les FDLR que vous, Kagame, vous avez massacrés en Tingi-Tingi, le massacre de Tingi-Tingi. Alors, vous avez massacré les FDLR. Vous prenez aujourd'hui prétexte de poursuivre toujours les FDLR. Où sont les FDLR? Parce que vous les avez massacrés.
Mais le gouvernement congolais a pris engagement de poursuivre et de mettre fin Tu sais qu'il au accepte, FDLR. tu sais qu'il accepte qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda. Le Rwanda parle de 100 000 Tutsis, réfugiés congolais Tutsis. Donc nous sommes dans une guerre où seuls les réfugiés sont les Tutsis. Et ils se réfugient qu'au Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Mais ce sont les Banyamulenge que le Rwanda va encore envoyer sous forme de Banyamulenge qu'on qualifie de Tutsis congolais. Mon frère, est-ce que les Banyamulenge ne gèrent pas avec nous? D'abord, Où est-ce que vous voulez en venir? D'abord, Parlez-vous. D'abord, laisse-moi avancer. D'abord, ils ne sont pas congolais. Le chef de l'État dit qu'ils sont congolais. C'était de la flatterie. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Pourquoi je l'ai dit? Les Congos étaient créés par des tribus, ethnies et clans. Les Banyamulenge eux-mêmes se disent être une communauté. Le Congo n'a jamais été créé par des communautés. Donc, ils reconnaissent d'être venus de quelque part. Mais par l'hospitalité mondiale, nous acceptons. Ils ont adopté la nationalité congolaise. Ils gèrent avec nous. La dernière ordonnance de nomination au niveau de l'armée, de notre appareil sécuritaire et de défense, de sécurité et de défense. Il y a combien de Tutsis? Il y a des Banyamulenge partout. Alors, quelle est la vérité quand le chef de l'État prend fait et cause pour les Banyamulenge ou les Tutsis? Je ne parle pas de Félix. Nous avons le ministre des Travaux publics des ITP qui est Banyamulenge, Tutsi. Ils sont au Parlement, ils sont au gouvernement, ils sont dans des gouvernorats ici, ils sont dans des assemblées provinciales. Ils sont dans l'armée, dans la police. Ça veut dire quoi? Donc nous co-gérons la République avec les Banyamulenge. Pourquoi cette communauté ne dénonce pas Kagame? Parce que Kagame prend toujours prétexte de venir chercher les FDLR et protéger la minorité ici. La minorité ici, pour Kagame, ce n'est que les Banyamulenge. Même le ministre des Affaires étrangères du Rwanda dit pourquoi le Rwanda veut que les Kinshasa puissent prendre parole, discuter avec Nanga, parce que Nanga fait cause pour les Tutsis qui sont malmenés ici. Or, les Tutsis dirigent avec nous, je viens de vous donner des exemples. Et ils gagnent du terrain de plus en plus. Ok? Mais pourquoi cette communauté Banyamulenge ne prend pas parole en public? Ça veut dire quoi? Pour dire à Kagame, monsieur, arrêtez. On a compris, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la meilleure manière de déshabiller Kagame. Pourquoi ils font le choix de rester silencieux? Et leur silence, pour moi, c'est un silence complice. Merci beaucoup. On va prendre la vidéo de Félix Tshisekedi qui réaffirme la position du gouvernement congolais de ne pas discuter ou dialoguer avec le M23. Il présente comme un mouvement terroriste. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Marlez-vous, est-ce une bonne posture pour la République démocratique du Congo? Bon, si on ne va pas négocier, on fait comment? Kabila avait refusé de négocier avec le M23 en 2013. Il a fait le choix de les combattre et il a gagné. Alors ici, on ne négocie pas. On ne déclare pas la guerre. On fait comment? Mais toute guerre finit par des négociations. Mais je pose la question à Félix Tshisekedi qui dit négocier avec le M23, ce serait une insulte à la population congolaise, au peuple congolais. Très bien. Notre souveraineté n'est pas à vendre. Très bien. Mais quelle est la solution? C'est le problème. Prendre une décision et ne pas proposer une solution, c'est faire le surplace inutilement. Alors, on ne va pas négocier. Déjà, tu sais qu'il doit être clair. Il parle de négociations directes avec le M23. Parce que déjà, le processus de Nairobi, c'est entre l'État congolais et les groupes armés, y compris le M23. Parce qu'on présente Kagame comme le véritable patron de... ce n'est plus Joseph Kabila.
Non, Joseph Kabila est lié à l'AFC de Corneille Nangaa. Mais l'AFC est... Après, ça fait toujours une même histoire. Ah. Amalé, vous allez-y. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un argument qui convainc? C'est un argument. Est-ce que c'est un argument qui convainc? Quand on présente le M23 comme un mouvement terroriste, alors il faudrait d'ailleurs définir qu'est-ce que c'est un mouvement terroriste. Un mouvement terroriste qui a été à Kinshasa pendant autant de jours, pourquoi y faire? Je vais aller. Donc, quand tu sais qu'il dit aux diplomates, ne peut pas négocier avec un mouvement terroriste, mais lui-même avait réussi un mouvement terroriste. Encore faudra-t-il savoir s'il est réellement. Non, attends. Prenons l'hypothèse où tu sais, parce que là, il n'était pas au conditionnel. Ce qu'il était en train d'affirmer, il est M23, c'est un mouvement terroriste. Donc, il nous dit dans ces pays, lui, son régime, a eu déjà à coaliser avec les terroristes. Donc, ici, l'État congolais avait logé dans des hôtels 5 étoiles de Kinshasa des terroristes avec notre argent. Ça, c'est la haute trahison. Ça, c'est la haute trahison. Dans les Willingoma, les terroristes véhiculés, logés, payés avec notre argent, et le président savait que ces gens sont terroristes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Félix Tshisekedi lui-même mesure l'ampleur de ses propos? Allez, on va évoluer. Mais moi, ce qui fait mal, quand j'attends Félix Tshisekedi, président de la République, évoquer la question de la sécurité dans la partie orientale de notre pays. C'est-à-dire, il ne sait même pas, jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi n'arrive pas à identifier le vrai ennemi. Tantôt c'est Kabila, tantôt c'est Kagame, tantôt c'est un mouvement rebelle, tantôt c'est un groupe terroriste. En fait, le Congo fait face à qui? Parce que quand vous ne connaissez pas... La Constitution aussi, dans ces lots, il faut ajouter la Constitution à ce lot d'ennemis. Les combats, même les abeilles, il faut ajouter les abeilles. Quand vous ne connaissez pas votre adversaire, vous n'allez jamais gagner. Parce que lorsque je me rends compte que mon adversaire s'appelle Jean-Pierre Kayembe, je prends directement les soins d'étudier les comportements et l'agir, les gestes de Jean-Pierre Kayembe pour mieux combattre Jean-Pierre Kayembe. Déjà, c'est tantôt Kabila. On se réveille demain, c'est Kagame. Après demain, ce sont des terroristes. Donc, on ne sait pas qui étudie réellement pour gagner. Qui est réellement notre adversaire? Moi, je dis ceci. On est déjà en négociation avec plus de 150 ou 200 groupes armés, y compris le M23 AFC à l'intérieur. Parce que ces gens, les Bissimo, ont déjà été réussis une fois par Uhuru Kenyatta qui fait office de facilitateur entre l'État congolais et les groupes armés. Le processus de Luanda, c'est entre les Congos... Dans le cadre du processus de Nairobi. Le processus de Luanda, c'est entre les Rwandais et l'État congolais. Donc, dire qu'on ne peut pas négocier avec un groupe terroriste, pendant que le même groupe terroriste est avec nous à Nairobi, le président n'a pas dit la vérité. Plutôt, le président pouvait dire ceci. On est déjà dans le cadre du processus de Nairobi avec tous les groupes armés, y compris le M23 AFC. Mais dialogue, ce traitement particulier que vous voulez que nous, l'État, les Congo, puisse accorder au M23, de discuter à l'écart avec eux, ça nous refusons. Parce que déjà, nous sommes en pourparlers avec tous les groupes armés dans le cadre du processus de Nairobi. Donc moi, je crois, si le président pense qu'il ne peut pas négocier, il dit la voie de la diplomatie a échoué. Alors si la voie, parce que les négociations font partie de la voie diplomatique. Si la voie diplomatique a échoué, parce qu'il dit qu'il ne va jamais négocier sans des terroristes. Alors, le terrorisme, on le combat. Donc le président, au jour d'aujourd'hui, doit cesser d'effectuer plusieurs déplacements parce que il ne va plus aller chercher des solutions politiques ou diplomatiques parce qu'en face de nous, il y a les terrorismes. Il y a les terroristes. Alors, quelle est la solution? Il prend quelle décision? Allez, on va finir maintenant. Je disais à l'entrée de l'émission que c'est l'investiture de Donald Trump aujourd'hui. Et tous les regards seront braqués
sur Washington, où un certain nombre, un partenaire invité perdra part à ces grands événements. Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche. Allez, ici au Congo, il y a le nom de Kabila et de Moïse Katumbi qui sont cités parmi les invités de Donald Trump. Au sein de l'Union sacrée, on estime que aucune personnalité africaine n'a été invitée par la Maison-Blanche ou par le protocole d'État américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez-vous que nous sommes dirigés par des périphériques. L'Union sacrée, c'est un groupe de périphériques. Il y a des questions essentielles. Donc, ça veut dire le bilan de Tshisekedi. C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Kabila AFC. C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Kabila n'était pas invité à l'investiture de Donald Trump. C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Katumbi est étranger. Bon, si Katumbi et Kabila sont invités. Maintenant, là, nous avons les transports. Il y a grève des transports, des chauffeurs, non? Il a écrit ce matin. Alors, au lieu de ces groupes de périphériques puissent réfléchir sur des solutions aux problèmes des Congolais parce qu'ils sont là pour ça, et nous amènent dans des débats de caniveaux parce que l'Union sacrée veut chaque fois mettre le pays dans des caniveaux, dans des faux sceptiques. Est-ce que c'est un débat dans un état sérieux? Si Kabila est invité, c'est son carnet d'adresse. Si tu sais qu'il n'est pas invité, il a déjà été invité une fois par Mike Hammer dans le cimetière de son père. Est-ce que l'opposition, tout ça, il y a un problème? Toi, tu sais que Mike Hammer est invité dans le cimetière, il y a peut-être un États-Unis. Vous racontez des histoires ou ce sont les des images, faits? ils sont là. Le président m'a invité et puis l'enterrement des États-Unis, il y a la tombe. Il n'y a pas de Mike Hammer. Il y a un problème. Alors, vous comprenez pourquoi Kabila Katumbi pourrait bien être invité par c'est leur Donald carnet Trump. d'adresse, ce sont des personnalités. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. C'est un pays très important au niveau mondial. Alors, quelle est la relation avec Trump? Attends. Le Congo ici, c'est ce qui n'arrive pas à comprendre, qui dirige un paradis. Il est président d'un paradis. Alors, Kabila a dirigé ce paradis pendant 18 ans. Il a des entrées. Vous ne pouvez vraiment empêcher celui qui a géré le Congo pendant 18 ans d'être invité. Ça peut surprendre. Katumbi a géré la province, pas le Katanga en miniature aujourd'hui. Le Grand Katanga. Le Grand Katanga. La province la plus riche, le centre des enjeux mondiaux. Vous êtes surpris vraiment un tel monsieur soit invité. Ils ont bientôt fait leur réseau relationnel. Ok, c'est simple à comprendre. Mais dans Banel, tant que tu sais qu'il est invité dans le cimetière, il y a papa na Mike Hammer, ou tu sais bien Nzita, ambassadeur des États-Unis. Est-ce que c'est là qui est Il a pris tous les noms congolais, Mike Hammer Nzita, Mike Hammer Amani. Est-ce que c'est le problème? Nous devons inviter la capacité à Zanango. Mike Hammer avait compris, tu sais qu'il a la capacité d'aller visiter des tombes. Donald Trump a compris que Kabila et Katumbi, ce sont des vrais managers avec qui il peut faire confiance. Alors, c'est quoi le problème? Le problème que l'Union sacrée doit nous amener dans des débats tels que pourquoi on n'a pas le transport ce matin lundi? Est-ce que l'impact de ce manque de transport sur le plan économique? On en parlera dans un instant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut imaginer que l'on puisse aujourd'hui se passer de Kabila par rapport à son rôle et par rapport à son expérience à la tête de la République du Congo? Est-ce qu'il est devenu incontournable au fil du temps? Tu sais qu'il regrettera toujours, toute sa vie, d'avoir écouté ses amis qu'il a amenés ici du Bruxelles jusqu'à Kinshasa comme des importés, d'avoir poussé Tshisekedi, de l'avoir poussé à se séparer de Kabila. Si Tshisekedi a été avec Kabila jusqu'à aujourd'hui, même de la même manière Kabila avait défait le M23, le M23 allait être défait encore. C'était une erreur stratégique et monumentale pour le régime. Les amis de Tshisekedi de pousser Kabila. Ils ont poussé Tshisekedi à dékabiliser la République. Nous sommes dans cette situation parce que Tshisekedi avait développé l'idée de dékabiliser la République.
monte égale. La société égale. Parce que simplement ça appartenait à l'ex-première dame, il fallait fermer dans l'idée de décabiliser la République. Aujourd'hui, nous sommes incapables de vendre même le chinchard aux citoyens. Il a décabilisé, il a fermé une entreprise appartenant à une personnalité congolaise pour des Indo-Pakistanais. Aujourd'hui, ils ont demandé à ces Indo-Pakistanais la baisse des prix pendant les festivités de fin d'année. Ils ont refusé. Alors, ils ont pris le soin d'arrêter que... On a que peu de minutes, on va s'intéresser à l'essentiel. Ils ont dit à Tshisekedi qu'il faut arrêter tous les généraux qui ont eu à travailler avec Kabila. Les Yav. Jusqu'à aujourd'hui, le général Yav n'est pas jugé. Les gens sont arrêtés, les Ngoïmoulundal, dans l'idée de décabiliser la République. Alors, vous avez décabilisé la République. Kabila ne vit plus au Congo. Katumbi ne vit plus au Congo. Ceux qui devaient être arrêtés sont arrêtés. Ceux qui sont à l'extérieur, ils ont réussi à quitter le pays, ils ont quitté le pays. Mais pourquoi même les invitations vous font mal? Là maintenant, ce n'est plus Kabila, ce n'est plus Katumbi, ce n'est plus John Numbi, ce n'est plus Kinkaya, ce n'est plus Pascal Saïba, c'est maintenant les invitations. Alors, on va s'intéresser à ça, on verra à quoi ça va ressembler. On ne va pas s'intéresser dans quelques heures. Que Kabila assiste ou pas, que Katumbi assiste ou pas, moi mon problème, pourquoi on n'a pas les transports ce matin? Voilà, c'est la grande question. Et peut-être déjà, vous voyez l'administration, la nouvelle administration américaine travailler pour les biens ou le développement de la démocratie du Congo, déjà connaissant les prises de position de Trump sur l'Afrique. Nous sommes l'unique peuple, au cœur de l'Afrique, de croire que notre salut viendra de quelque part. Pour que l'administration, la nouvelle administration ou les administrations américaines passées comme les administrations à venir puissent travailler pour améliorer les conditions des Congolais, la situation des Congolais, nous devons d'abord de nous prendre en charge nous-mêmes. Nous devons être un peuple responsable. On ne nous respecte pas seulement parce que nous avons des dirigeants irresponsables, mais parce que nous-mêmes, comme peuple, nous sommes irresponsables, inconscients de notre avenir. Nous sommes l'unique peuple qui peut chanter pour la gloire de celui qui le met en chômage à cause de 5 000 francs. Nous sommes l'unique. Nous sommes l'unique peuple Moutaï Bimbonga Baforage, Babengé président na Babal. Ah, après, soyez. Mais Bozana Maïté Moutaï Bimbongo Yohana. Allez, merci, on va chuter. Donc, en fait, il ne faut jamais faire croire aux Congolais que les États-Unis, la Russie, la France trouveront solution à nos problèmes. Pays. Nous devons apprendre à chercher des solutions à nos problèmes. Ce que les États-Unis peuvent nous donner, c'est le respect. Et ce respect, on ne donnera pas ça comme cadeau. Nous devons apprendre. Par rapport à ce que vous valez, exactement. Nous devons imposer ces respects à travers le monde, montrer au monde que sans nous, vous n'êtes rien. Vous devez nous respecter parce que vous êtes vivants à cause de nous. C'est ça un peuple. Aussi longtemps, nous allons continuer à dire, l'administration Trump est arrivée. Trump, la politique internationale américaine est déjà tracée. Trump va contourner cette politique. C'est une bêtise. C'est la même ligne, la même politique. C'est une bêtise de croire à ça. Vous avez vu le président de la République aller inspecter les travaux sans ministre des Infrastructures. Il amène Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, mais il va inspecter construction. Il est le VPM, après tout. Le VPM au transport. Non. Mais le technicien... Il est d'abord vice-premier ministre. Justement. En charge des transports. Ce n'est qu'une attribution. Mais d'abord, il est vice-premier ministre. Qui est le technicien du gouvernement en matière de travaux publics? C'est le ministre des Travaux publics. Qui peut comprendre le langage technique pour le compte du gouvernement devant les ingénieurs? Alors lui, il était absent. C'est ce qu'il comprenait quoi? Bumba Bemba. Allez, on va chuter. Mais je cite, avant de citer les transports. Bumba doit comprendre que la constitution congolaise, à son article 32, garantit
donne le garantie au bien privé. L'État congolais n'a pas une société de transport. On ne peut pas fixer le prix des transports sans tenir compte des réalités, la tracasserie, manque de routes, carburant. Tout ça, vous ne pouvez pas décider. Est-ce que ces chauffeurs aussi, à un certain moment, n'exagèrent pas? Et c'est parce qu'il y a absence de l'État, l'absence de l'État dans ces domaines. Ceux qui ont fait on se permet alors n'importe quoi. Parce que la grille tarifaire, elle s'adapte aussi aux réalités. Ce sont des entreprises privées. Sociales. Ce sont des entreprises privées. Il faut négocier. Vous ne pouvez pas les imposer. Mais cela a été fait. Ça n'a pas été fait. On ne doit pas les imposer. Il faut négocier. Et lorsque vous négociez, l'État peut trouver des mécanismes par des structures agissant dans le secteur afin de trouver un moyen de pallier à des pertes de transporteurs. Ce n'est pas une imposition, ce sont des biens privés. Mais l'État, où est la société Transco Kabila, les démons nous a laissé. C'est toujours ce qui se passe avec la FAC, hein, la Fédération des entreprises du Congo. Kabila, les démons Kabila nous a laissé une entreprise de transport avec 700 quelques bis Transco. Mais il y a une usine de montage de bis Transco avec promesse de monter 30 bis par mois. Qu'en est-il? Ça fait une année. Ça laisse 30 fois 12. 3 fois 12, 36. On va payer déjà 360 bis. Mais ça aurait déjà... ça frappe. Tout vivre na tala. Mon est ça wa. Mon ni Congo n'est pas dirigé lelo. Oyebi mboko ba benga na Colombie ba benga on. Mboko ya Pablo Escobar. Vous en avez Ménédine. Si vous êtes chef à cartel à Vandi, bazo beta biso na niveau. Imagine que benga Nicolas Gaza du gouverneur à Banque centrale. Allez, merci beaucoup. Donc, c'est la fin. Une minute. Mais il y a l'affaire. La situation de Koulouna. L'affaire audio, vous allez ramasser en même temps. L'affaire audio, je suis pas... De Maman Denise. Qu'est-ce que ça vous inspire en un instant? Moi, je crois, loin de moi, l'idée de défendre Maman Denise, je ne la connais même pas. Je la vois qu'à la télévision. Premièrement, aux experts. Dans un pays sérieux, d'abord, les experts, ceux qui ont étudié le réseau, ceux qui ont fait les réseaux à l'université, sont censés d'éclairer la lanterne si ces audios sont réellement authentiques. Parce que moi, quand j'écoute les audios, parce qu'il y en a plusieurs, j'attends l'écho. Apparemment, c'est comme si Maman Denise était en train de s'enregistrer elle-même. Chose qu'elle ne ferait pas. Ce qui est difficile, premièrement. Mais aux experts de nous démontrer. Ça, c'est un des deux. Si cela est vrai, c'est quand même grave. Parce que dans ces audios, on parle quand même des grands secrets d'État. Pas de la défense, des réunions du Conseil supérieur de défense. Otaki réunion, Papa Soutouki, Bimili Banda, Mbokisa Batraître, c'est extrêmement grave. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas porter un jugement. Il faut que les experts nous disent est-ce que c'est authentique ou pas. Alors, si les experts nous disent que c'est authentique, moi, je souhaiterais qu'il y ait des interpellations. Parce que là, la République a été déshabillée. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis incapable d'affirmer ou de ne pas affirmer. Merci beaucoup, Malévo. On n'a pas voulu parler de ça parce que ça ressemble à un débat de caniveau. Il y a bien plus important sur lequel on peut épiloguer. Je demande à Moutamba de nous présenter les enfants qu'il avait demandé de faire leur dernière prière. Parce le chef d'État a fixé l'opinion. Il semble ne pas être d'accord avec l'option d'exécuter le Congo. Personne n'est exécuté. Le Congo est respectueux de droits fondamentaux de chaque citoyen. Le président a dit, parce que vous avez mis... Il faudra approfondir la question. Et puis, nous avons levé moratoire que pour les terroristes, une question qu'il faut aussi clarifier. Tout à fait. Et les traîtres de la République. Alors, maintenant là, nous allons sortir nos carnets parce que moi j'étais en train de noter que les nombres. So Moutamba Lobi, première lot, 400 koulou n'a pas commis. Maintenant là, Moutamba doit nous présenter 400, 300 parce qu'il y a eu 5 lots. 400, 300, 500, 250 et puis 600. Maintenant là, Moutamba, le président dit, alors Moutamba faut présenter Bissobana. Est-ce que est-ce que ça l'olenga ko tirer dra na côté? Non, le président s'est désengagé. Comment est-ce qu'un ministre dans un gouvernement
piloté par un Premier ministre, peut se permettre des actions de ces gens sans qu'ils soient interpellés, ne serait-ce qu'au cours de la réunion du Conseil des ministres, qui du reste est présidé par le chef de l'État. Moutamba a dit à quelqu'un, je l'ai dit aujourd'hui. Pour la 2028 dans un candidat président. Alors il ne peut pas faire souffrir tout le monde parce qu'il pense être candidat président. Alors qui va voter un homme populiste, c'est comme ça. Le Congo n'a pas besoin d'un homme comme Moutamba. Attends, Moutamba. On est à la fin. À comité d'un niveau, on arrête le Koulouna, 48 heures après, il est à Salit Lelo. Nous allons juger. D'abord, il dit nous, c'est comme si lui c'est un juge. Nous allons juger, il y aura audience où nous allons juger les Koulouna qui ont coupé le bras d'un Congolais à Lemba. Il est trop actif sur les réseaux sociaux. Et ils seront condamnés à la peine de mort. Il prononce même le jugement. Tantôt, il devient législateur, président de la République, il dit prêtre, politique, et nous-mêmes journalistes. Alors moi, je suis convaincu que Moutamba n'a pas fait le droit. Moutamba, ça la bois et forêt. Merci beaucoup. Pourquoi je l'ai dit, je cite? Parce qu'il y a parmi les grands principes à droit, Moré Lobby, pas de peine, pas d'infraction sans loi au préalable. Merci. On est arrivé à la fin. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous. Bonsoir toutes et à chacun.